Euh, j'ai pas eu le temps pour faire tout le programme pour les TD. J'ai pris l'initiative comme ça, comme le cours de la pancréatite chronique a sauté. Donc, j'ai pris l'initiative de au moins faire deux TD. Donc, bon, le premier TD, ça sera, on va parler un peu sur l'observation, le plan de l'observation médicale en gastro. Et le deuxième TD, bon, les TD, ça sera des cas cliniques, hein. Donc, les cours qui ont été déjà assurés, ce sera des cas cliniques. Et il y aura d'autres conduites à tenir devant une hémorragie digestive haute, basse, épigastralgie, vomissement, dysphagie. Ça sera au début, on va parler un peu de la théorie. Par la suite, il y aura pour chaque conduite à tenir un cas clinique. Comme ça, vous allez apprendre à raisonner comment on répond devant un cas clinique. C'est pas la même chose qu'en théorie. Donc, pour l'observation en pathologie digestive, donc généralement c'est le même prototype que les autres appareils. Donc, quand vous recevez quelqu'un, que ce soit dans le cadre de l'urgence ou bien en consultation, et vous posez l'indication d'une hospitalisation, donc, bien sûr, l'observation, ça reste un document médico-légal. Donc, bien sûr, il faut préciser la date d'hospitalisation, préciser aussi et identifier les personnes qui vont rédiger cette observation, le docteur intel euh, il y a deux médecins qui travaillent sur le même patient. Donc, on doit s'identifier. Ça sera pour le contact avec le patient a besoin d'un vis-à-vis. Le mode d'arrivée à l'hôpital, c'est quoi le mode d'arrivée à l'hôpital? Il se peut que le mode d'arrivée soit dans le cadre de l'urgence, pour par exemple une hémorragie digestive, une angiocolite, une pancréatite aiguë. Donc, il a mal, il est alerté, donc il va venir, il va pas attendre une semaine pour consulter. Donc, il vient vous voir. Donc, ça, c'est un mode parmi les modes d'arrivée à l'hôpital. Comme ce mode, il peut être en rapport avec, par exemple, un rendez-vous d'hospitalisation pour les pathologies qu'on prend en charge, pas dans le cadre de l'urgence, hein, donc à froid. Donc, c'est des patients. On peut préciser aussi que le patient a été adressé par quel médecin. Donc, des fois, il y a des cas binaires, hein, donc ils prennent en charge un patient et quand ils voient que ça nécessite une hospitalisation, ils orientent le patient vers l'hôpital avec une lettre d'orientation. On ne va pas demander au patient, tiens, une hospitalisation, il faut partir à l'hôpital, donc il faut faire une lettre d'orientation pour expliquer au médecin hospitalier c'est quoi le problème au juste. Les coordonnées du patient, donc nom, prénom, l'âge, on prend la date de naissance aussi, l'adresse, numéro de téléphone. Tout ça doit être. Donc, il y a une partie qui est gérée par l'administration de l'hôpital, hein. Donc, c'est pas au médecin de prendre l'adresse, numéro de téléphone. Il y a une partie qui est gérée par l'administration. Notre partie, on prend le nom, le prénom, l'âge et la date de naissance, bien sûr, et les coordonnées du médecin traitant. Généralement, nous, on se contente de mettre la griffe sur la feuille d'observation. Donc, le mode d'hospitalisation, les motifs d'hospitalisation, ils sont très divers. Donc, un ou plusieurs symptômes. Donc, par exemple, je vous ai déjà parlé de l'hémorragie digestive. L'hémorragie digestive, c'est un motif d'hospitalisation. L'angiocolite, c'est un motif d'hospitalisation. La pancréatite aiguë aussi, les colites inflammatoires en poussée grave. Tout ça, c'est des motifs d'hospitalisation. Donc, quand vous allez rédiger votre observation, vous allez donner le nom du patient, l'âge de votre patient, et quand il travaille, ou là il est en retraite, ou là il est chômeur, marié ou pas, donc il a combien d'enfants. Après, vous allez préciser le motif d'hospitalisation.
Le motif d'hospitalisation, il va changer. On a des motifs d'hospitalisation d'urgence et on a des motifs d'hospitalisation à froid. Donc, pour les urgences, quand vous recevez quelqu'un qui a une hémorragie digestive, vous n'allez pas courir après l'étiologie et laisser le patient passer en état de choc. Donc, vous mettez un patient admis dans le cadre de l'urgence pour une hémorragie digestive, de grande ou de petite ou de moyenne abondance. Hémorragie haute, bien sûr. Hémorragie haute, elle est définie par une hématimèse et un méléna. Donc, précisez ça. S'il est en état de choc, donc avec retentissement hémodynamique, admis pour prise en charge thérapeutique. Donc, vous voyez qu'on fait passer la thérapeutique. Il faut stabiliser le patient, mettre les conditions de réa. Et par la suite, et diagnostic étiologique. Et par la suite, je vais chercher c'est quoi le problème ou bien quelle est la pathologie qui a provoqué ce saignement. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez entendre n'importe quoi pendant vos consultations, pendant vos gardes. Donc, il y aura des patients qui vont ramener un enfant malade avec cinq autres enfants non malades. Ils vont vous demander d'examiner tous les enfants parce que leur frère est malade. Par exemple, ici, j'ai mis la maman, elle dit au médecin que si elle a menacé son fils, il reste passage, emmener chez le médecin. Et du coup, voilà, elle le ramène chez le médecin. Donc, c'est des cas qu'on a vus et qu'on voit toujours. Hein. Donc, les motifs de consultation sont des fois à vous couper le souffle. Après le motif d'hospitalisation, vous allez chercher après les antécédents du patient. Donc, on commence par les antécédents médicaux, ce que vous connaissez comme antécédents. Donc, il faut être simple, poser des questions cibles au patient. Pour quelle pathologie? Donc, si vous voyez si votre vis-à-vis il a un niveau intellectuel limité, vous n'allez pas prendre vos pompes et poser des questions que même certains télos ne comprennent pas. Donc, il faut utiliser un langage simple et direct au patient. Vous souffrez de vous êtes suivi pour quelle pathologie. Donc, il va vous parler de son diabète, il est diabétique, de son hypertension portale, s'il a une HTA. Donc, il faut préciser le type de pathologie, le type il prend quel médicament, depuis quand il est diabétique. Donc, tout ça doit être précisé sur votre consul. Non, contrairement au cours, là, je ne vais pas faire d'enregistrement. Hein. Donc, depuis quand, quel type de médicament, il est suivi ou là non suivi. Il y a des patients qui sont diabétiques, qui sont partis une fois chez un médecin généraliste, donc mis sous traitement, ils font ni bilan, ni ils partent chez le spécialiste, ni rien du tout. Hein. Donc, on a ce genre de malade. Donc, tout ce qui est HTA, diabète, pathologie cardiaque, pathologie rénale, pulmonaire, tout ça doit être cherché et signalé sur votre observation. Par la suite, posez la question à votre patient quels les antécédents chirurgicaux, donc opérés ou pas opérés. Donc, en pathologie digestive, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'abdomen. Hein, c'est toute la chirurgie abdominale. Après, il faut chercher après les allergies. Hein, l'allergie à la pénicilline, il y a plein de patients qui ont des allergies à tel ou tel médicament, aspégique, des anti-inflammatoires. Donc, il faut chercher quelqu'un qui est allergique à un produit, il va vous signaler ça, même s'il n'a pas fait d'études. Même si c'est un vieux de 90 ans, il va vous parler de son allergie vis-à-vis de tel ou tel médicament. Maintenant, chez les femmes, vous allez chercher la date dernière règle, parce qu'il y a des symptômes qui peuvent révéler une grossesse, donc des vomissements précoces. Donc, vous voyez, il faut aller les chercher chez la femme. Les traitements, il prend quel traitement? En Algérie, il n'y a pas de limite. Hein, donc, vous partez chez le pharmacien, il vous donnera tout ce que vous voulez.
Donc, on a eu des intoxications au paracétamol, carrément des hépatites fulminantes hein, par rapport à ça. Donc, il faut chercher la prise de médicaments, que ce soit habituel ou là occasionnel, il faut les préciser. Le mode de vie de votre patient, le contexte socio-professionnel, est-ce qu'il travaille, il fait quoi? Il y a des professions où il est exposé à certaines pathologies, donc il faut les chercher. Le contexte familial, marié, il a des enfants ou pas. Donc les éventuelles intoxications. Donc il prend de l'alcool, il se drogue, il se shoot. Donc il faut être direct. Hein. Donc il faut oser poser ce genre de questions. Vous faites votre travail. Donc il faut le faire bien comme il faut. Les voyages pour tout ce qui est pathologie parasitaire, infectieuse, donc tout ça. Après les antécédents, il ne faut pas oublier les antécédents familiaux. Hein. Donc, j'ai oublié de les mettre. Les antécédents familiaux, ils sont très importants. Vous venez de faire un cours sur les polypolyposes, donc vous voyez que la PAF, donc c'est des pathologies qui sont héréditaires, donc il faut chercher la notion de cancer colorectal chez la famille, la notion de cancer digestif chez la famille. Donc, tout ça, il faut le préciser. Après, l'histoire de la maladie. L'histoire de la maladie, donc un patient qui est admis pour une hémorragie digestive. Donc, le symptôme majeur, c'est cette hémorragie digestive, c'est l'hématémèse. Par contre, si quelqu'un vient vous voir pour une pancréatite aiguë, le symptôme majeur qui a alerté le patient, c'est la douleur. Donc, cette douleur, en cas de pancréatite aiguë, elle a des caractères sémiologiques. Donc, il faut bien préciser, il faut chercher après les caractères de cette douleur. Quand elle est déclenchée, à quel moment, elle est calmée par quelle position, là, par quel médicament, quel repas, s'il mange, est-ce que ça se calme ou pas. Les irradiations de cette douleur, ça a débuté quand? Est-ce que le mode de début est aigu ou bien ça évolue, ou bien il est chronique? Le mode d'installation, on a parlé ça, le facteur déclenchant, le rythme. Donc, il faut prendre à chaque fois un critère, un symptôme majeur. Donc, vous ne pouvez pas dire que douleur épigastrique associée à des vomissements, nausées, hématémèse, méléna. Donc, ça, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut prendre un symptôme majeur. Donc, pour régler ce problème, vous posez la question à votre patient. Il est gêné par quoi? Donc, quelqu'un qui a une pancréatite aiguë, il peut avoir des nausées, il peut vomir, mais si vous lui posez des questions, la question, il va vous répondre, c'est la douleur qui est atroce, qui me gêne, qui me fait peur. Donc, c'est simple. Donc, il faut poser cette question. Même pour la douleur, il y a des astuces hein, pour essayer de voir est-ce que la douleur elle est à l'échelle de combien. Si vous donnez quelle note de 0 à 10 pour cette douleur. S'il vous dit 9 sur 10, donc vous allez comprendre que la douleur elle est atroce hein, parce que la douleur elle reste subjective contrairement à des vomissements, à une hématémèse, ça reste subjectif. Donc, vous pouvez utiliser ça pour définir au moins l'intensité de cette douleur, le retentissement de cette douleur ou de ce symptôme par rapport à sa vie quotidienne. Par la suite, vous avez un examen clinique. L'examen clinique, donc là, j'ai mis 3 images. Donc, 3 images. Donc, l'examen clinique, il faut commencer par un examen général. Donc, l'examen général, c'est quoi? C'est le poids de votre patient, la taille, calculer le BMI, les signes vitaux, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la fréquence respiratoire. L'état de conscience, est-ce qu'il est orienté dans le temps et dans l'espace? Vous pouvez poser la question, vous êtes où, monsieur? On est quelle date? Donc, c'est des questions qui sont faciles, rapidement assimilées par le patient. Il pourra vous répondre rapidement. Donc, cherchez, voir la coloration de la cutanéo-muqueuse. Donc, vous voyez, là, c'est un ictère franc.
Contrairement à cette dame qui dort dans un hôpital, mais qui a un teint qui est normal. Donc, elle n'est pas, donc il n'y a pas ni pâleur, ni ictère. Et cette dame, donc vous voyez qu'elle est, donc on peut la détecter rapidement. Donc vous voyez une pâleur, donc la différence d'un aspect normal, ictérique et une pâleur. Donc il suffit de regarder directement vers votre patient et vous pouvez, s'il est ictérique, même si en cas de subictère conjonctival, on peut le détecter facilement. Le score d'OMS. C'est quoi le score d'OMS? Il est utilisé beaucoup plus en cas de pathologie dans la cancérologie, en oncologie, pour évaluer et pour dire est-ce que le patient pourra bénéficier d'un traitement de chimiothérapie ou bien de radiothérapie, ou bien il pourra subir une intervention qui sera lourde, parce que toute intervention pour un cancer est lourde. Donc, vous voyez qu'il y a des stades de 0 à 5. Le 0, c'est facile, donc activité normale, pas de limitation. Le 5, c'est la mort. Donc, le monsieur est mort. Et entre les deux stades, donc vous avez une limite. Il est limité, mais capable de se déplacer seul et de produire un travail léger. Capable de stade 2, capable de se déplacer seul et s'occuper de soi-même, mais incapable de produire un travail. Donc, vous voyez qu'il devient inapte d'un stade à un autre. Limitation pour s'occuper de soi-même, symptomatique, limité au lit et au fauteuil davantage que 50% du temps éveillé. Donc, il dort tout le temps, il est fatigué, il peut pas, donc il a besoin d'une tierce personne. Bon, pas tout le temps, mais il a besoin de cette tierce personne. Complètement dépendant, totalement confiné en lit, peut nécessiter une hospitalisation. Donc, vous voyez déjà, quand vous partez présenter un patient en RCP, la première question, donc, vous commencez à présenter votre patient, la première question, ils vont vous demander, il est OMS combien? Donc, si vous dites qu'il est OMS 4, donc maintenant, ils peuvent vous dire que c'est un patient. Si on met de la chimiothérapie, on va l'achever. Donc, pour des fois, ils vous demandent d'aller remonter le patient, d'aller corriger s'il y a un problème électrolytique ou là, il y a une insuffisance rénale fonctionnelle, d'aller le corriger et revenir par la suite pour le représenter. Donc, le score d'OMS, il est utilisé surtout les pathologies cancéreuses. L'examen physique, pour l'examen physique, on commence toujours en l'appareil digestif. L'examen physique, on commence toujours par examiner la bouche et notre examen se termine par un toucher rectal. En gastro, on n'a pas de tabou par rapport au toucher rectal. Donc, il faut faire votre toucher rectal, ça peut sauver des vies. Comment ça peut sauver des vies? Donc, si quelqu'un vient vous voir avec des rectorragies, vous ne faites pas le toucher rectal, il a un cancer du parectum, vous ne faites pas ce qu'il faut, il revient, vous libérez votre patient, il revient vous voir dans quelques mois avec un cancer du parectum et des métapulmonaires hépatiques. À ce moment-là, ça sera difficile de lui proposer quelque chose, ou là en carcinose péritonéale, stade terminal. Donc, vous ne perdez rien à demander, à expliquer au patient c'est quoi le toucher rectal, quel est le but de ce toucher rectal. Donc, ce n'est pas un dictat atla et vous préparez votre doigt pour le toucher rectal. Donc, il faut bien expliquer au patient le but de votre geste. Donc, l'inspection, vous ne faites rien. Donc, l'inspection, vous demandez, vous êtes à droite de votre patient, vous allez lui demander d'être torse nu, donc, et vous allez voir l'aspect de son abdomen, de son thorax, le tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de déformation? C'est surtout ça. Chez le sérotique, vous allez chercher la circulation veineuse collatérale, les angiomes stellaires, tout ce qui est pathologique par rapport à un torse normal ou là un abdomen normal. S'il n'y a pas de malformation abdominale, malformation thoracique, donc vous ne touchez ni le patient ni walou. Donc vous allez le regarder, essayer d'examiner, c'est une inspection. Par la suite, vous avez la palpation. La palpation,
Vous avez deux types de palpation, la palpation superficielle et la palpation profonde. Pour la palpation superficielle, ce qu'on cherche, c'est une défense, une sensibilité, et cette défense et sensibilité peut vous orienter vers, par exemple, une défense. Si vous palpez un abdomen dur, contracté, dur comme du bois, donc le premier diagnostic à évoquer, c'est la perforation. Donc, vous allez faire ce qu'il faut rapidement pour proposer le malade à la chirurgie. C'est ça la palpation superficielle. Maintenant, pour la palpation profonde, ce que vous allez faire, c'est aller chercher un organe. Donc, une hépatomégalie, une splénomégalie, chercher le bord inférieur du foie, chercher une masse abdominale, vous donnez les caractères. Donc, si vous trouvez une masse, la masse elle est ronde, elle est régulière, irrégulière, la taille à peu près, est-ce qu'elle a des replombs profonds ou pas, est-ce qu'elle est mobile ou pas. Donc, vous voyez, donc c'est ça, quand il y a, par exemple, un abcès appendiculaire ou un plastron appendiculaire, si vous appuyez sur la région, donc il a mal, si elle a été décapitée par les antibiotiques, donc on peut avoir un empattement au niveau de la fosse iliaque, donc il n'a plus mal, donc ça a été, ils l'ont mis sous antibiotiques, donc un empattement qui, donc on a l'impression de toucher quelque chose. Par la suite, la percussion. Et la percussion, quand vous faites la percussion, donc là, c'est l'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, l'épigastre, la région ombilicale, le flanc droit, le flanc gauche, la fosse iliaque gauche, la fosse iliaque droite et l'hypogastre. Donc, quand vous faites votre palpation, donc vous touchez donc un peu partout. Mais pour la percussion, il faut travailler par cadran. Donc, soit je commence du bas vers le haut, là, du haut vers le bas, pour essayer de détecter la variation de la sonorité. Donc, s'il y a beaucoup de gaz, vous allez entendre un tympanisme. Donc, s'il y a un liquide, c'est une matité et vous allez chercher la limite supérieure convexe, concave. C'est grâce à la percussion. Donc, vous partez comme ici de 4 vers le 6. Et vous n'allez pas, donc ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas, quand je commence par le 4, je descends en 2, je pars en 9, je reviens vers le 8, après le 5. Donc, partie par partie. Donc, du haut vers le bas, là, du bas vers le haut. Maintenant, pour l'auscultation, généralement en gastro, la seule pathologie qu'on peut utiliser le stéthoscope, c'est quand vous avez un infractus mésentérique. Donc, vous allez chercher le silence auscultatoire. C'est quoi le silence auscultatoire? S'il y a un infractus, donc votre intestin grêle ou votre côlon est mal irrigué, ou là, il n'y a rien qui arrive, il n'y a pas de sang qui arrive, donc il ne bouge pas. Donc, au gargouillement, un nez disparaît complètement. Et dans les cas les plus graves, et c'est des cas qui sont mortels, on peut avoir une nécrose complètement à le grêle et le côlon. Et comme je vous ai dit, donc on termine l'examen par un toucher rectal. Donc le toucher rectal, donc voilà la position, il faut être à droite. La position toucher rectal, soit en position génupectorale, donc on demande au patient, ou bien un décubitus latéral gauche. Donc, pour faire un examen proctologique, et l'examen proctologique est à la portée de tout le monde. Hein. Donc, il n'est pas spécialisé, il n'est pas réservé aux gastro-entérologues. Donc, c'est quoi l'examen proctologique? Donc, il y a une inspection, un toucher rectal, et on peut mettre un anoscopie, hein, un anoscope. Vous avez déjà parlé de l'anoscopie lors du premier cours. Donc, ça, c'est à la portée de tout médecin, quel que soit généraliste ou quelle que soit la spécialité. Donc, ça permet de chercher la masse, de voir est-ce qu'il y a du sang dans les selles ou pas. Donc, avant de faire le total, donc après avoir terminé votre examen digestif, vous allez faire un examen rapide par rapport au cardiovasculaire, pleuropulmonaire, les aires ganglionnaires.
On a un ganglion qu'on doit chercher en cancer digestif, c'est le ganglion 3i. Donc, il faut aller le chercher. L'examen pelvien. Donc, on le fait. Après tout ça, donc il faut faire une synthèse. La synthèse, c'est quoi? Ça vous permet d'orienter la première synthèse, hein, parce que vous avez une synthèse totale, vaut mieux l'appeler totale. Cette synthèse va vous permettre d'évoquer quelques diagnostics. Car moi, je suspecte 2 ou la 3 diagnostics, ou la 4 diagnostics, ou la 5, peu importe. Ça vous permet d'orienter vos demandes par rapport aux examens complémentaires. Vous n'allez pas, pour une pathologie, vous n'allez pas, quand un sérotique, vous avez un sérotique qui vient vous voir, donc il n'est pas connu comme sérotique, il fait une décompensation hémorragique, et s'il fait une décompensation hémorragique, on a réglé le problème de l'hémorragie, maintenant il faut aller chercher pourquoi il a fait cette cirrhose. Et comme la cirrhose, certains types de cirrhose peuvent bénéficier du traitement, comme l'hépatite B et l'hépatite C, on peut traiter même sérotique. La cholangite biliaire primitive, on peut traiter même sérotique. Donc, vous allez demander certains examens sanguins et radiologiques. Mais vous n'allez pas demander un scanner thoraco-abdominopelvien, ça sert absolument à rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider le total pour vous orienter. Quand il est sérotique, qu'est-ce que je vais demander? Pour chercher le pourquoi de la chose. Sérotique, il n'est pas connu, il n'y a pas d'étiquette diagnostique. Je vais commencer par les causes virales. Je vais demander une sérologie B et C. B et C négative. Donc, vous allez chercher après les pathologies auto-immunes. Vous allez chercher après l'hépatite auto-immune. Vous allez chercher après la cholangite biliaire primitive. Vous allez chercher après la cholangite sclérosante primitive, la maladie d'huile sang, la surcharge en fer. Tout ça, vous allez le chercher parce que vous êtes orienté. En bête, il y a cette cirrhose. Donc, qu'est-ce que je dois demander aussi? Je dois demander un écho-doppler pour aller voir ce qui se passe au niveau de tromporte. Est-ce qu'il n'y a pas de thrombose? Est-ce que c'est une cirrhose liée à une pathologie vasculaire, syndrome de Budd-Chiari, qui peut évoluer vers la cirrhose plus tard? Donc, tout ça, votre synthèse va vous orienter vers tel ou tel examen. Vous n'allez pas prendre une feuille et remplir carrément le banc d'examen avec plein d'examens complémentaires. Et comment on fait de la synthèse ou le total? Vous allez parler à monsieur XY. Bon, XY, c'est un exemple. Il faut donner le nom et prénom de votre patient, l'âge. Parler rapidement des antécédents, de diabète traité, sous la diabète sous insulinothérapie, hypertension sous... je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Nassib Amira, lève la main. Est-ce qu'il y a un problème par rapport au sang? Ben non. Très bien, merci. Donc, diabétique sous insulinothérapie, hypertendu sous tel médicament, admis dans le service pour prise en charge, donc ça dépend est-ce que l'urgence ou pas, disons, admis dans le service pour prise en charge d'une colite, d'une poussée, énième poussée de sa maladie de Crohn ou la RCH. Et dans l'examen clinique, retrouve. C'est tout. L'examen clinique, il peut être normal, comme il peut être pathologique. S'il est normal, vous dites qu'il est normal. Si vous trouvez des signes cliniques, quand je trouve une hépatomégalie ou une splénomégalie, voilà, il a trouvé, il y a une splénomégalie, une hépatomégalie. Et ne soyez pas surpris, même devant des pathologies graves, votre examen clinique, il peut être normal. Donc, il n'y a rien pratiquement, vous allez palper, percuter, faire votre inspection, il n'y a rien
qui attire l'attention, donc vous allez dire que c'est un examen normal, c'est un examen physique normal. S'il est anormal, il faut signaler. Donc, c'est tout. Voilà votre total. Après, vous allez demander des examens biologiques de retentissement et des examens étiologiques. Retentissement, tout ce qui est formule, voilà. Vous allez voir, chercher après le taux d'hémoglobine, le taux de plaquettes, le taux de globules blancs. Demander un TP pour voir, parce que c'est un patient qu'on va opérer, donc il faut un TP, il faut que le TP soit correct. Chercher une insuffisance rénale, donc urée, créate. N'oubliez pas que les pathologies, généralement, quand vous avez des diarrhées qui dépassent les 20 diarrhées par jour, donc il y aura peut-être bien un patient qui sera déshydraté. Par déshydratation, on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle qui sera corrigée après réhydratation. Vous allez chercher aussi, après le bilan hépatique, il y a le foie souffre de cette pathologie ou pas. Et pour le bilan étiologique, c'est simple, c'est en fonction de l'étiologie. Maintenant, s'il vient pour une diarrhée gléro-sanglante qui évolue depuis quelque temps, ça y est, vous avez fait votre bilan de retentissement, donc on va lui indiquer une fibrocoloscopie et éventuellement des biopsies. Aller chercher le problème, donc chercher où le problème se situe. Donc voilà, c'est ça l'observation en milieu médical. Donc en milieu pathologie digestive. C'est-à-dire le premier total, le deuxième total, vous allez regrouper toutes les anomalies cliniques et biologiques dans une synthèse. J'ai trouvé une anémie, donc ce que vous allez rajouter à la fin, donc vous allez donner l'interprétation de vos bilans. Il y a un taux d'hémoglobine à 7, VGM à 70, CCMH à 28, c'est une anémie microcytaire hypochrome. Vous tombez sur un syndrome cytolyse, il faut dire qu'il y a un syndrome cytolyse, donc c'est ça. Donc sur le plan biologique, vous rajoutez sur le plan biologique, le patient présente une anémie, syndrome cytolyse, syndrome de cholestase, syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, une insuffisance rénale, une hypocalémie, hypocalcémie, hyponatrémie, tout ce que vous allez trouver d'anormal. Donc il faut le signaler sur une observation par la suite et proposer une prise en charge thérapeutique. Donc, je ne sais pas ce que vous avez compris. Est-ce que vous avez des questions? Et vous êtes l'externe. Hein? Donc, là, c'est juste pour rigoler un peu. Donc, vous avez le médecin qui est le cerveau. Donc, il prend des décisions. L'infirmier est le cœur. Donc, il prend soin du patient. Donc, l'interne, c'est les jambes. L'interne, donc, on peut appeler interne résident, c'est les jambes. Donc, il court partout. Il trébuche souvent. Et l'externe, c'est comme un appendice. Donc, on ne sait pas, déjà, on ne sait pas pourquoi il est là. Donc, il est là pour prendre son métier. À quoi il sert? C'est la question qui se pose dans certains services. Contrairement à certains services qui acceptent volontiers de prendre en charge des externes, contrairement à notre service. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous n'avez pas de questions, donc si vous n'avez pas de questions, donc on fait le premier cas clinique. Je vous ai préparé 2 cas cliniques. J'ai produit caustique. Oui, on peut même l'externe, thrombus du couloir. Oui.